Alors, on se retrouve pour la deuxième partie. Je vais essayer d'articuler, hein, parce que j'ai vu que dans l'intro, j'ai quelques soucis d'articulation. Je vais essayer de parler plus lentement. Ok, il y a des gens qui nous regardent, qui sont pas en France, hein, qui sont au bled. On leur fait un petit coucou, amis d'Afrique. Bienvenue sur la chaîne. Et bah moi, je suis là pour tout le monde. Ok, il n'y a pas de ségrégation, il n'y a pas de couleur de peau, il n'y a pas de religion. Moi, je suis là pour tout le monde. Ok, on est tous des êtres humains. Par contre, il y a parfois la barrière de la langue, ce que je peux comprendre. Et mon gros problème, c'est que je parle très vite. C'est ce qu'on me reproche souvent. Ok? Donc, si jamais vous voyez que je parle trop lentement, vous savez que vous pouvez aller sur la petite roue crantée dans les paramètres de YouTube et vous accélérez la vidéo, passez là à 1,25. Ça devrait suffire. Plus sérieusement, donc voyons la collecte d'informations. Donc pour décider de la méthode d'escalade des privilèges, qui a le plus de chances en fait de fonctionner, vous devez effectuer un processus d'énumération approfondie, hein. C'est vraiment l'analyse de la surface d'attaque. Ok? Ne vous dites pas parce que j'ai la main sur le serveur, sur la machine, que l'attaque est terminée. Je vous ai toujours dit qu'une cyberattaque se fait en plusieurs étapes. Ok? Et l'escalade de privilèges, c'est la continuation de l'attaque, ni plus ni moins. Bien que l'escalade de privilèges puisse nécessiter un certain degré de try and error, hein, comme on dit en anglais, donc d'essai et d'erreur, il est préférable de les limiter, ok, pour vous faire gagner du temps et pas que ça vous rende fou, ok. Donc lors d'un test d'intrusion, on va pulvériser, hein, c'est ce qu'on appelle le test and spray, ok. On va tester un peu toutes les techniques d'escalade de privilèges connues sur la cible et ça peut entraîner malheureusement des problèmes de connexion, de redémarrage indésirable. Ok? Donc, avec l'expérience, vous saurez les techniques qui sont non intrusives, hein, qui vont pas poser problème au serveur que vous attaquez, et d'autres qui peuvent clairement faire du déni de service, cracher la machine, la corrompre ou la faire redémarrer, hein. Donc cette salle, elle couvrira différentes méthodes d'escalade des privilèges qui peuvent être utilisées en fonction des informations recueillies au cours du processus d'énumération. L'énumération, maintenant, vous devriez être à l'aise avec ce terme. Vous savez que on commence par la reconnaissance et ensuite on énumère. On énumère quoi? La surface d'attaque. Cette surface d'attaque, c'est une représentation schématisée, intellectuelle, ok, des possibilités, des techniques qui s'offrent à nous, manuelles ou automatisées, pour parvenir à nos fins. OK? C'est-à-dire prendre le contrôle sur la machine. OK? Donc certaines techniques manuelles peuvent être utilisées pour collecter des informations, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la collecte d'informations, le recueil d'informations, hein, et ce qu'on appelle l'intel gathering, hein, information gathering. Dans la tâche suivante, on couvrira quelques outils automatisés, hein, qui permettent d'accélérer ce processus et vous permettront de découvrir plus facilement les vecteurs potentiels d'escalade de privilèges. Cependant, il est essentiel de se rappeler que les scripts et les outils automatisés peuvent manquer certains vecteurs importants. C'est pour ça que je vous disais que malheureusement, il va falloir être bon, ok? Parce que les outils ne feront pas de vous un hacker, ok? À la limite, ça fera de vous un script qui dit, ok? Mais un script qui dit n'est pas un hacker, ok? Justement, les hackers se moquent des scripts qui dit, ok? Puisque vous faites les choses sans comprendre, en fait. Le but, c'est de comprendre, ok? Ensuite, de faire, pas l'inverse. Donc, la capacité d'effectuer une énumération manuelle est une compétence importante à avoir dans votre arsenal. Je vous dis toujours, le savoir, c'est pouvoir. Le savoir, la connaissance, c'est une arme. Votre cerveau est une arme. Vous devez la militariser. Vous devez aiguiser votre sens analytique. Vous devez vous armer intellectuellement. Ok? Votre cerveau est une arme bien plus puissante que n'importe quelle autre arme. Ok? Une Kalachnikov, c'est rien à côté. Votre cerveau est bien plus puissant. Si vous savez quoi faire, comment faire, quand faire les choses. Ok? Donc, concentrons-nous sur l'énumération des utilisateurs.
hein, puisque qui dit escalade de privilèges dit techniquement je vais venir usurper l'identité, hein, d'une personne. Ok? Je suis Toto, je vais voler le compte de Tata et ensuite passer Titi, et Titi pourra me permettre de devenir quoi? Système root, administrateur, appelez-le comme vous voulez. Ok? C'est ce principe de pivotement latéral. Ok? Latéral sur le côté. Je me balade sur le côté jusqu'à trouver le compte qui me permet de me déplacer verticalement, de monter en haut de la pyramide, hein, et de devenir administrateur. Là, en l'occurrence, si on parle de contrôleur de domaine, je veux devenir administrateur du contrôleur de domaine. Ok? Donc un compte utilisateur nommé administrateur peut vous permettre d'obtenir des privilèges plus élevés, ou un compte appelé test peut avoir un mot de passe par défaut et être facile à deviner. Hein, il va falloir justement réfléchir, utiliser votre cerveau pour répertorier tous les utilisateurs présents sur le système, hein, et examiner comment ils sont configurés, et ça peut vous fournir des informations intéressantes, hein, pour savoir comment évoluer au sein du ou des systèmes. Donc, on a des commandes extrêmement intéressantes, hein. C'est vraiment au niveau de l'énumération des utilisateurs. Donc, on va voir différentes commandes, hein, qui nous aideront à énumérer les utilisateurs et leurs privilèges sur le système cible. On a d'abord Who am I, hein, littéralement qui suis-je, ok, avec le slash priv, ok, pour avoir les privilèges de l'utilisateur actuel. Ok. Ensuite, on a le list user. Hein. Comment je liste les utilisateurs, list user via un net users. Ok. Ça va me donner l'ensemble des utilisateurs présents sur le système. Si jamais je veux répertorier des détails d'un utilisateur, ok, eh ben, je vais faire net user plus le username. Un exemple, si je veux connaître l'administrateur, et attention, hein, il y a souvent un A majuscule à administrateur ou administrator, si c'est un système anglo-saxon, ok, on fera un net espace user espace administrateur. Ok. D'autres utilisateurs sont connectés simultanément, pardon. On va faire un Quinsta, un Q Win Star. Hein, c'est le query session, vous verrez plus tard, on peut l'utiliser exactement pareil. Donc techniquement, hein, ça va nous permettre de savoir qui est présent sur la machine. Les groupes d'utilisateurs définis sur le système, le NEC Local Group, et la liste des membres d'un groupe spécifique. Si j'ai le nom, hein, le group name, par exemple administrators, je vais faire un net espace local espace administrator. Hein, le net user et le net local group fonctionnent exactement pareil. Ok? Il faut leur donner soit pour net user un nom d'utilisateur, soit pour le local group, il faudra lui donner un groupe spécifique, par exemple administrateur. Ok? Donc là, si je me suis pas fait pirater, je vais vous montrer, hein. Vous lancez du PowerShell, ou vous lancez la ligne de commande cmd exe en tant qu'administrateur. Ok, hop, hop. Là, on va voir si je me suis pas fait pirater. Qu'est-ce que je peux faire? Bah, allez, le Kenwista. Ok. Excuse me. Donc, alors pour info, hein, le Kenwesta, ça marchera que sur Windows Server, hein. Vous ne pourrez pas le faire. Là, si je le lance sur mon Windows, c'est pas un Windows Server, ça ne marchera pas. Ok? C'est fait pour afficher les informations sur les sessions sur un serveur hôte de session bureau à distance. Ok? Et ça contient les informations non seulement sur les sessions actives, mais également sur les autres sessions exécutées par le serveur. Vous savez que contrairement à Linux,
Windows post-client, c'est-à-dire si vous avez un Windows Pro ou un Windows Home, ok, familial, on peut pas utiliser plusieurs utilisateurs. Hein. Si jamais un pirate utilise votre compte, il va vous déconnecter de la session si vous êtes présent sur l'ordinateur. Ok? Euh, ou il sera en résident et il tourne en mémoire, vous vous en rendrez pas compte. Mais techniquement, on peut pas utiliser plusieurs sessions en même temps. Hein. Si je veux utiliser une autre session de mon Windows, il va falloir que je me déconnecte. Ok? À l'inverse de Windows Server qui permet hein, d'avoir plusieurs utilisateurs. C'est pour ça que ça s'appelle d'ailleurs un serveur. Ok? Donc ça, tout ça, vous pouvez l'utiliser sur un Windows classique. Par contre, ça, vous pourrez l'utiliser que sur un Windows Server. Ça ne marchera pas sur un poste client. Ok? Ensuite, on va avoir la collecte d'informations sur le système, ce qu'on appelle le Collecting System Information. Ok? Donc typiquement, on passe par un système info hein, qui renvoie une vue d'ensemble du système cible. Sur certaines cibles, la quantité des données renvoyées par cette commande peut être entre guillemets overwhelming, hein, écrasante, parce qu'il y a beaucoup de données, de sorte qu'on peut grepper hein, la sortie. Là, techniquement, je fais un système info, je pipe, hein, comme sous Linux, je demande quoi? Une autre commande, et je vais faire un find string, ok? BC, et je veux quoi? Récupérer OS name, hein, et OS version. Donc techniquement, ça, c'est l'équivalent de quoi? De grep, ok? Sous Linux. Ok? Dans un environnement d'entreprise, le nom de l'ordinateur peut également donner une idée de l'utilisation du système ou de l'identité de l'utilisateur. Hein, le hostname peut être utilisé à cette fin. N'oubliez pas que si vous avez procédé selon une méthodologie de test d'intrusion appropriée, vous connaissez probablement le nom d'hôte à ce stade. Hein. Vous avez fait une reconnaissance. Nmap, par exemple, vous a donné le nom d'hôte de la machine que vous cherchez à pirater. Ensuite, searching files. Donc, techniquement, on va faire quoi? On va rechercher hein, les informations, rechercher les fichiers. Donc, les systèmes de configuration des logiciels installés sur le système cible peuvent parfois nous fournir des mots de passe en texte clair, plain text ou clear text, password. Hein. D'autre part, certains utilisateurs d'ordinateurs ont la fâcheuse habitude de créer et d'utiliser des fichiers pour se souvenir de leur mot de passe. Hein, par exemple, on va avoir mot de passe.txt ou passwords.txt. Ok? Et la recherche de ces fichiers peut raccourcir votre chemin vers les droits d'administration. Hein. Ça va nous aider considérablement pour faire notre privesc ou même avoir un accès facile à d'autres systèmes ou logiciels qui sont présents sur notre réseau cible. Ok? Donc, findStr, findString, hein, il peut être utilisé pour trouver de tels fichiers dans un format similaire à celui donné ci-dessous. Pareil, via la commande findstr, je fais quoi? Un slash si, ok, si, password, et je lui demande quoi? Hein, en gros, vous l'avez compris, je grep le mot password, ok, et je veux toutes les extensions en TXT. Ok? Donc c'est typiquement ça. Qu'est-ce que fait FindStr? Il recherche les modèles de texte dans les fichiers. SI, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour la casse. Hein? La casse, c'est la différence entre les majuscules et les minuscules en informatique. Pour rappel, ça va rechercher dans le répertoire actuel et tous les sous-répertoires. Ok? Donc à la fois la casse et à la fois du récursif. Ok? Le principe de récursivité, c'est vous cherchez dans un dossier et s'il a un ou 10 000 sous-dossiers, ça va également chercher dedans. Ok? Sinon, vous allez avoir que des informations incomplètes. Ensuite, le password. Eh ben, on cherche quoi? On cherche un string. Ok? Oubliez les femmes, comme je vous dis toujours, un string, c'est une chaîne de caractères. Ok? Dans les fichiers. Et enfin, le TXT, hein, le wildcard, tout.txt. Je veux que la recherche couvre tous les fichiers qui ont une extension en TXT. OK? Donc la chaîne qu'on appelle string, OK? Et l'extension de fichier peuvent être modifiées en fonction de vos besoins.
hein, au TXT, mais vous pouvez changer. Vous pouvez taper XML, ini, config, XLS, hein. C'est généralement un bon endroit de départ, hein. Modifier en fonction de vos besoins. Pour ce faire, vous le savez, je vous ai dit sous Linux, l'extension n'est pas importante. À l'inverse, sous Windows, ça sera important. Donc, vous devez apprendre les extensions par cœur, hein. Ensuite, le patch level. Ok, techniquement, si on doit traduire le niveau de patch. Microsoft publie régulièrement des mises à jour et des correctifs pour les systèmes Windows, hein. Un correctif critique manquant sur le système cible peut être exploitable et nous servir pour l'escalade de privilèges. On va pouvoir utiliser cette commande qui est utilisée techniquement, hein, pour répertorier les mises à jour installées sur le système. Donc WMIC, hein, MIC, on s'en sert en administration Windows. Le problème, hein, c'est ce qu'on appelle, vous le verrez, je vous ai parlé des GTF au bin, c'est ce qu'on appelle le living off the land attack, hein, les attaques sorties de la terre en fait, hein, mode zombie. On va se servir des outils de Linux pour pirater Linux. On peut faire des attaques LOL base. Les LOL base, c'est quoi? C'est utiliser les outils d'administration intégrés à n'importe quel Windows pour le pirater, pour faire du recueil d'informations, pour faire de l'énumération, pour faire de l'escalade de privilèges. Ok? Donc, comme je vous disais, WMIC, c'est un outil de ligne de commande sous Windows qui fournit une interface pour Windows Management Instrumentation, hein, c'est le WMI, et il est utilisé pour les opérations de gestion sur Windows, et c'est un outil puissant qui mérite vraiment d'être connu. On a de plus en plus de cyberattaques, ça existe depuis un moment, hein, le WMIC, mais on a pris conscience, en tout cas les pirates, pardon, excusez-moi, ont pris conscience que le WMIC pouvait fournir énormément d'informations, hein, non seulement sur les correctifs installés, mais également pour rechercher des vulnérabilités de chemin de service non cités, hein, c'est les fameuses unquoted paths, hein, que je vous montrerai, ces techniques qui nous permettent de pirater la machine. Ok? Donc il est déconseillé dans Windows 10 version 21H1. Hein. Euh, Bah oui, c'est normal qu'il est déconseillé. En fait, je crois qu'il a été désactivé, hein, depuis le Windows 21H20. Donc si vous avez votre Windows à jour, WMIC n'est plus fonctionnel. Ok? Heureusement, puisque c'était une faille dans le système. Ok? Donc, pour les versions plus récentes de Windows, donc vous devez utiliser un applet de commande WMI PowerShell. Ok? Et je vous le mettrai, il est présent ici. On va aller le voir. Ok? Ça permettra de faire la même chose, mais avec les versions les plus récentes, hein. Vous savez qu'en PowerShell, on utilise des CMDLET, hein, des commandlets, et les commandlets, en gros, appellent des objets, hein. Si je dois faire le parallèle à Linux, sous Linux, tout est fichier, sous Windows, tout est objet. Qu'est-ce qu'un objet? Un objet, bah, ça peut être un groupe, ça peut être un utilisateur, ça peut être une fonctionnalité, ça peut être un fichier, hein, ou une fonction de votre Windows. On appelle ça des objets. Ok, je ne vais pas rentrer dans les détails encore, mais c'est ce principe de CIM, un Common Information Model, CIM, et ça existe depuis le PowerShell 3.0. C'est ce que vous pouvez voir là. Ok. Donc, il faudra penser à tout ça. Ensuite, le réseau, très très important. OK? Network connections, donc les connexions réseau, selon les méthodologies les plus largement acceptées à ce stade du processus de test d'intrusion, vous devriez déjà avoir effectué une analyse complète sur le système cible via notamment Nmap, OK? Ou Zenmap, ce que vous voulez, hein, peu importe. Dans certains cas, nous constaterons que certains services s'exécutent localement sur un système et ne peuvent être accessibles que localement. Ok, donc ça veut dire que il faut que je me connecte d'abord, que j'ai mon foothold sur la machine, par opposition aux services qui peuvent être accédés via l'internet, hein, entre guillemets, c'est-à-dire de l'extérieur, de l'extranet. Donc, à partir de mon Kali, je peux aller peut-être utiliser ces services pour accéder au serveur.
Ok? Donc les administrateurs système qui n'ont pas de connaissances de base en cybersécurité sont tendance à être plus laxistes lorsqu'ils définissent des services qui ne sont accessibles que sur le système. Hein, par exemple, on va lui demander de répondre quoi que sur le local host, hein, et le loopback. Hein, donc 127.001 ou 0.0.0.0, c'est pareil, en classe C. Ok? Au niveau du réseau. Et comme nous avons accès au système cible, ces services peuvent fournir un ticket à un utilisateur plus privilégié. Là, je vous redirige vers toutes les tickets, hein, ce qu'on appelle les attaques de quoi? De Golden and Silver Tickets. Hein, c'est les attaques de tickets dorés et argentés. Hein. Techniquement, c'est comment on va abuser de Kerberos, faire du Kerber roasting et de l'AS-REP, ce protocole, on va faire de l'AS-REP roasting. Ok? Toutes ces techniques, vous devez les maîtriser si plus tard vous voulez attaquer des systèmes Windows euh, dans le cadre légal parce que vous êtes un testeur d'intrusion, naturellement. Donc la commande netstat, il faut parfaitement la connaître. Hein. On utilise d'autres arguments. On utilise ANO sous Windows. Sous Linux, on utilisera généralement TLUPN. TULP. Ok? À vous de voir, mais ANO, c'est une bonne base et on va voir les connexions actives. Ok? Et comment ça fonctionne, hein. On commence première colonne, on a quoi? TCP, tout en TCP. Ensuite, on a quoi? Le local address. Ok, ça c'est sur votre machine, c'est le 000. Donc c'est quoi? Ça veut dire que c'est le 127.0.0.1. Ça veut dire que c'est le local host. Et je vous ai dit maintenant dans mes cours réseau, si vous les avez vus, et je vous conseille d'aller les voir, sinon vous allez rien comprendre, que on a des ports, ok, custo, aléatoires. Hein. Là, j'ai des ports fixes. Là, je sais. Là, je sais. Ça, c'est trois ports fixes. Qu'est-ce qu'on a? On a du SMB, on a du NetBIOS, on a du RDP, ok, et du WSMan, ok. C'est ce qui nous permet de faire fonctionner les machines sur du Windows et qu'elles intercommuniquent. Par contre, tous ces ports, c'est du custom, ok. C'est des ports aléatoires. Hein. Je vous ai parlé de plage en réseau et on a vu qu'on a les 1024 premiers ports de 0 à 1023 qui sont les common ports, les ports communs. Et après, on passe hein, des ports utilisés soit par des applications et à partir de 47 000 ou 46 000, je sais plus, ou 45 000 à vérifier, hein, on a les custom ports. Tout ça, c'est du custom port. Ok? Vous pouvez utiliser n'importe quel port. Après, pour certains protocoles, vous savez que on utilise des ports fixes. Ok? Et l'adresse destination, hein, foreign, et qui est foreign étranger, si on doit traduire. Hein. Et vous savez qu'un port, s'il est en écoute, ça veut dire que peut-être le pare-feu le bloque, mais en tout cas, sur votre machine, sur le local host, il est en train d'écouter. Ok? Si votre pare-feu le bloque pas, ça veut dire que n'importe qui peut chercher à se connecter à ces ports. C'est une faille. Ok? Et ensuite, vous avez le PID. Hein. Chaque connexion, comme n'importe quel processus, n'importe quel programme, n'importe quel service qui tourne dans quoi? Dans le noyau Windows, hein, le kernel, il y a quoi? Il y a un PID. C'est quoi? C'est un ID. Un ID Identification. Hein. Et le P, c'est processus. Processus d'identification. Ok? Et ils ont un numéro. Ok? Plus c'est proche du zéro, plus c'est critique, c'est lancé au démarrage de la machine, plus on s'éloigne de zéro, plus ils sont lancés plus tard. Ce sont des processus enfants, ok? D'autres processus, ok? Mais ça, pareil, je vous redirige, je vous ai fait une playlist Windows pour les nuls, je vous explique tout ça euh, en détail, ok? Donc je vais pas m'étendre. Donc la commande ci-dessous, si on doit voir ah non. Pourquoi ah non? Parce que A, ça affiche toutes les connexions actives et les ports d'écoute sur le système cible. N empêche la résolution de non. Ok? Les adresses IP et les ports sont affichés avec des numéros au lieu d'essayer de résoudre les noms à l'aide du DNS. Ok? On s'en fout, nous, du DNS. Donc c'est important, hein.
Ça, faut bien le retenir. Tout port répertorié comme listening, qui n'a pas été découvert avec l'analyse de port externe, peut présenter un service local potentiel. Pourquoi? Pour notre escalade de privilèges. Ok? Donc, pensez à ça. Ok? C'est pas parce que vous, de l'extérieur, ok, vous n'arrivez pas à le taper que il vous servira pas pour faire votre escalade de privilèges. Pensez à ça. Ok? Donc, si on doit résumer, si vous découvrez un tel service, vous pouvez essayer la redirection de port pour vous connecter et potentiellement l'exploiter. Je vous ferai des cours complets de port forwarding pour vous expliquer comment on contourne les pare-feux, comment on contourne les systèmes anti-intrusion, les IDS. Ok? Ça viendra plus tard, vous inquiétez pas. J'ai des cours en préparation et le processus de redirection de port vous permettra de ce qu'on faire du tunneling, ok, de tunneliser. Si je dois faire un anglicisme, ça permettra d'accéder au port et aux services inaccessibles depuis l'extérieur du système cible. Ok, c'est justement la redirection de port qui va nous permettre d'accéder à ces services. Ok, mais dans cette salle, on la verra pas. Je vous ferai des cours à part. Ok. Donc ensuite, les schedule tasks. Donc si on doit traduire les tâches planifiées, hein. Certaines tâches peuvent être planifiées pour s'exécuter à des heures prédéfinies. S'ils s'exécutent avec un compte privilégié, par exemple le compte administrateur système, et que l'exécutable qu'ils exécutent peut être modifié par l'utilisateur actuel, dont vous disposez un chemin facile pour l'escalade de privilèges est disponible. C'est exactement comme sous Linux, ok? En différent, parce qu'on n'utilise pas les mêmes outils, mais c'est la même logique qu'on va venir appliquer. Ok? Donc on va utiliser SCH tasks pour interroger les tâches planifiées. Et je lui demande quoi? Une query, une requête, un faux. Ça, c'est les arguments. Et je lui demande de me faire une liste en mode verbeux pour avoir l'ensemble des tâches planifiées. Ok? Sinon, vous pouvez aller dans le gestionnaire de tâches planifiées, hein, via l'interface graphique. Mais très souvent, si vous attaquez une machine, vous n'aurez pas accès à la souris. Vous ferez tout en ligne de commande. Ok? Ensuite, les pilotes. Les pilotes aussi sont des failles. Ok? Malheureusement, les pilotes peuvent être buggés. Des fois, on a même volontairement mis des portes dérobées dans les pilotes. Hein. Qu'est-ce que sont les pilotes? Vous savez que vos périphériques, vos logiciels utilisent des pilotes qui vont faire l'interface entre quoi? Entre la couche logicielle et la couche matérielle. Hein. Votre hardware et vos logiciels, votre software. Ok? Donc, les pilotes sont des logiciels supplémentaires installés pour permettre au système d'exploitation d'interagir avec un périphérique externe. Les imprimantes, les caméras web, les claviers et même les claviers USB peuvent avoir besoin de pilotes pour fonctionner. Bien que les mises à jour du système d'exploitation soient généralement effectuées relativement régulièrement, les pilotes peuvent ne pas être mis à jour fréquemment. C'est pour ça que je vous dis tout le temps, mettez à jour vos pilotes. C'est pas une question d'avoir moins de bugs ou plus de performance. Ok? C'est la sécurité. Avant tout. Ok? Si après c'est votre système il est plus stable, si après vous gagnez en performance dans les jeux vidéo ou ailleurs, tant mieux. Mais ça je veux dire, c'est la cerise sur le gâteau. Le but c'est d'abord de sécuriser. Donc vous devez mettre à jour vos pilotes. Allez sur les sites de votre fabricant, de votre carte mère, allez récupérer tout ce que vous avez dans votre gestionnaire de périphériques et allez récupérer les drivers. Vous avez plein de logiciels qui vous permettent de mettre à jour, ok, vos drivers. Intel, moi j'ai un processeur Intel, ok, on a une application Intel Software Update Manager qui va permettre de mettre à jour automatiquement toutes les périphériques, hein, qui sont liés à Intel et pas que. Et ça vous mettra pas mal de pilotes à jour. Et ne comptez pas sur Windows Update, ok, pour garantir les derniers pilotes. Eux vous fournissent des pilotes stables. Ils vous fournissent pas les derniers pilotes à jour. Donc, vous avez le driver query qui répertorie les pilotes installés sur le système cible. Vous devrez effectuer les recherches en ligne sur les pilotes répertoriés et voir si l'un d'entre eux, hein, éventuellement, peut être exploité. Hein, c'est tout le but. Rechercher les pilotes,
voir ceux qui sont répertoriés, et si jamais vous trouvez une vulnérabilité potentielle d'escalade de privilèges, il faudra l'exploiter. Ok? Ensuite, vous avez les antivirus, hein. Bien que vous soyez rarement confronté à un antivirus dans les événements CTF, un engagement de test d'intrusion dans le monde réel vous obligera souvent à faire face à une certaine forme d'antivirus. Ok? Diverses raisons feront qu'un antivirus manquera votre accès shell, hein. Et bah, c'est tout l'art de l'évasion, c'est de pouvoir contourner les antivirus, hein. Par exemple, le logiciel antivirus ne détectera pas votre présence si vous avez accédé au système cible sans utiliser de cheval de Troie, hein. Techniquement, c'est ça qui est important. C'est pour ça que utiliser des rats et tout ça, c'est bien, mais il faudra faire plus fin, hein, et utiliser ce que je vous disais, les attaques living off the land, qui sont beaucoup plus discrètes, hein. Par exemple, parfois, on va utiliser des informations d'identification en se connectant au RDP. Toutefois, pour atteindre un niveau de privilège plus élevé, vous devrez peut-être exécuter des scripts ou d'autres outils sur le système cible, hein. Il est de bonne pratique de vérifier si l'antivirus est présent. S'il est présent, vous l'installez dans un laboratoire et vous apprenez à le contourner. Ok? Vous avez virus total, vous avez vu mes vidéos, comment je prépare mes charges utiles, ok, pour un client, et je vois si c'est détecté, ok. En règle générale, vous pouvez adopter deux approches, rechercher l'antivirus spécifiquement ou répertorier tous les services en cours d'exécution et vérifier lequel peut appartenir à un logiciel antivirus. La première approche peut nécessiter quelques recherches préalables pour savoir en plus sur bah, les noms de services utilisés par le logiciel antivirus. Ça, c'est important. Par exemple, l'antivirus par défaut installé sur les systèmes Windows, le nom du service de Windows Defender, c'est WinDefend. Ok? La requête ci-dessous recherchera un service nommé WinDefend et renverra son état actuel. Ok? On utilise assez pareil qui permet de faire beaucoup de choses en administration. On lui demande une requête et on recherche le terme WinDefend. Ok? La deuxième approche vous permettra de détecter un logiciel antivirus sans connaissance préalable de son nom de service. Ok? La sortie peut être bah, écrasante, overwhelming, c'est-à-dire que vous allez avoir beaucoup de choses qu'il va falloir trier. Pour ça, il faudra les connaissances, hein. Là, on fait un query X, hein, et on type égale services. Donc, ça va vous sortir tous les services. Ok? À vous de faire le tri, comme vous l'avez compris. Donc, maintenant, on va voir les outils du métier, hein. Qu'est-ce qu'on utilise pour énumérer? Euh, on se sert de scripts, hein, qui vont nous permettre d'automatiser ce qu'on appelle les tools of trade. Ok, et on va voir un petit peu comment ils fonctionnent. On va répondre à quelques questions. Ok, mais laissez-moi d'abord, avant qu'on fasse un petit exercice, vous parler de ces différents outils. Il y en a certains, vous avez dû sûrement en entendre parler. Ok, donc on va parler de quatre gros outils, si je vous dis pas de bêtises. Ok, on aura WinPeas, on a PowerUp, on a le suggesteur d'exploit Windows, ok, et on a un module Metasploit. Ça en fait quatre. Ok, donc on va voir un peu comment les utiliser, hein, très succinctement. Après, vous savez que chaque outil a ses paramètres, ses switches, ses flags. À vous d'aller creuser. Moi, je vais vous montrer comment les utiliser. Ok? Donc plusieurs scripts existent pour effectuer l'énumération du système d'une manière similaire à celle observée dans la tâche précédente. Ce qu'on va faire, vous inquiétez pas, on l'a pas fait encore. Je préférais vous parler de ça avant qu'on commence l'exercice. Ces outils peuvent raccourcir le temps de processus d'énumération et de découvrir différents vecteurs potentiels d'escalade de privilèges. Cependant, n'oubliez pas que les outils automatisés peuvent parfois manquer l'escalade de privilèges. C'est pour ça que vous devez absolument connaître et comprendre ce que vous faites. Alors que les engagements de test d'intrusion réels peuvent avoir des cibles où aucune technique d'escalade de privilèges ne fonctionne, dans les CTF, si le résultat initial ne renvoie rien d'utile, il va falloir essayer une approche différente. Ok? Donc WinPeas, notre ami WinPeas. C'est un script développé pour énumérer le système cible afin de découvrir le chemin d'escalade de privilèges. Vous pouvez trouver plus d'informations sur WinPeas et télécharger l'exécutable précompilé ou un script en BAT, hein, qui c'est un fichier batch.
Veuillez noter que Windows Defender détecte et désactive WinPeas. C'est pour ça qu'il faut utiliser des techniques pour l'offusquer, faire de l'évasion. Ok, mais encore une fois, c'est hors de portée euh, de cette salle. WinPeas exécutera toutes les commandes similaires à celles répertoriées dans la tâche précédente et imprimera leur sortie. La sortie de WinPeas peut être longue et parfois difficile à lire. C'est pourquoi il est judicieux de toujours rediriger la sortie vers un fichier. Hein, typiquement, on lance winpeas.exe ou .bat et on lui demande quoi? Redirection vers là, un fichier qui s'appelle output file. Vous l'appelez comme vous voulez. Ok? Donc à chaque fois, hein, vous allez récupérer sur GitHub les outils que je vous montrerai naturellement. Ok. Ensuite, on a le PowerApp. PowerApp, c'est un script PowerShell qui recherche les escalades de privilèges courantes sur le système cible. Vous pouvez l'exécuter avec invoke all checks qui effectuera toutes les vérifications possibles sur le système cible ou utilisera pour effectuer différentes vérifications qui sont spécifiques. Par exemple, on va pouvoir faire un get unquoted service pour rechercher uniquement les vulnérabilités potentielles de chemin de services non cités, ce qu'on appelle les unquoted path privilege. Ok. Donc, pour rappel, pour exécuter PowerUp, on doit contourner les restrictions de stratégie d'exécution. Pour ce faire, on fait un PowerShell exe, nope, exec, bypass. Ok, ça c'est vraiment important, sinon ça marche pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On fait un import module. À chaque fois que vous avez besoin d'utiliser un module, vous devez l'importer en mémoire. Ok, ça importe via cette commande PowerShell le module Power PS1 dans quoi qui est présent sur le bureau de l'utilisateur dans user c deux points et on lance la commande une fois que le module a été chargé en mémoire. Et là, on lance quoi? La commande invoke all checks. Donc, typiquement, tu vas faire toutes les vérifications. OK? Ensuite, on a le Windows Exploit Suggester. OK? Donc, typiquement, un suggesteur d'exploit et certains scripts de suggestion d'exploit, par exemple WinPeas, vont vous obliger à les télécharger sur le système cible et de les exécuter. Cela peut emmener naturellement les logiciels antivirus à les détecter, à les supprimer. Donc pour éviter de faire du bruit inutile, entre guillemets, ce qui peut attirer l'attention, ok, vous avez peut-être la possibilité d'utiliser le pardon, Windows Exploit Suggestor, qui fonctionnera sur la machine attaquante. Ok, on va le lancer, c'est un script Python, et une fois installé, on peut l'utiliser en tapant Windows Exploit Suggestor P. On va faire un update hein, pour mettre à jour quoi? La database, la base de données, et on sait qu'il sera à jour. Ensuite, on pourra lancer le script. Donc, il va vérifier les correctifs manquants et si jamais il trouve une vulnérabilité, naturellement, il faudra l'exploiter pour élever vos privilèges sur la machine. OK? Et vous pouvez utiliser le script. Pardon, pour utiliser le script, vous devez exécuter système info. OK? Sur le système cible. N'oubliez pas de diriger la sortie vers un fichier TXT et on va s'en servir ensuite. OK? Techniquement, je fais quoi là? Je fais un système info. OK? Je redirige vers un fichier qui s'appelle quoi? System info output txt. OK? Et j'appelle le suggester P et je lui dis, écoute, hein, dans le fichier database, tu me vérifies ce que je te dis au niveau de la sortie de système info. OK? Et une version plus récente en fait de Windows Exploit Suggester est disponible ici. Selon la version de la cible, l'utilisation de la version plus récente est peut-être plus efficace. Donc je vous mettrai encore une fois tous les liens hein, dans la vidéo. Rassurez-vous. Ok? Vous avez tout là. Ok? Et Metasploit, n'oubliez pas Metasploit. Hein, Metasploit, on a un shell interpréteur sur la cible. On peut utiliser le Multi-Recon Local Exploit Suggester, qui est ici, hein, qui va lister, répertorier les vulnérabilités susceptibles d'affecter le système cible et vous permettre également d'élever vos privilèges sur la cible. Ok? Donc,
Pensez à ça. Allez voir toutes les ressources, hein. Je vous ai dit, c'est extrêmement complexe. Les escalades de privilèges sous Windows. Et le meilleur exemple que je vous donnais en introduction, je vous l'ai pas montré, mais c'est pareil, hein. Si vous voulez connaître toutes les techniques, il y a du boulot, les enfants. Ok? Ça, c'est le full privilege escalation. Ok? Il va falloir apprendre tout ça. Ok? Et il y a du boulot. Ok? Les outils, version de configuration, énumération d'utilisateurs, vous devez connaître ça par cœur. Hein. En tout cas, savoir les utiliser, hein, et quand les utiliser. Ok? Je vous demande pas de tout retenir par cœur, c'est impossible, à moins que vous soyez un génie, un Asperger. Ok? Moi, je le suis pas. Donc, prenez des putains de notes, ok? Faites-vous une base de données, une base de connaissances. Notez ça sur un cahier. J'en ai rien à faire. Faites-vous des post-it, des bloc-notes. Je m'en fous. Mais retenez tout ça. Tout ça, vous devez. Mettez-vous des liens. Faites-vous des favoris. Hein. C'est pas compliqué, hein. Vous, sous calier, voilà, bookmark. Hop, voilà. Ça y est. Je clique là-dessus. J'arrive directement. Hein. La base, c'est quand même des putains de favoris dans un navigateur web, quoi. Ok, vous l'aurez compris. Et après, chaque section, hein, encore d'autres informations. Donc, je vous ai dit, le hacking, c'est une vie pour maîtriser tout ça. Et je vous parle de Living Off the Land Binaries Script. C'est ce qu'on va utiliser. On verra plus tard comment utiliser les LOLBAS, ok, qui vont nous permettre d'attaquer du Windows. Ok. On verra plus tard. Pourquoi je les ai pas d'ailleurs, les LOLBAS? Ils sont là. Hop. Hmm. Living off the Land Binary Script Libraries. Ok? Et tous les outils intégrés à Windows que vous pouvez détourner pour contourner les antivirus et pour exécuter, télécharger, uploader du code malicieux. Ok? Et là, vous avez les TTT. Ok? Techniquement, je vous montre, hein, je vous parle tout le temps des techniques et procédures. Là, on a quoi? On a le T1 1113, ok? Avec PSR.exe. C'est quoi ça? Techniquement, je clique dessus, ok? Je copie. Vous allez voir. Je vais sur je vous ai dit, Mirth, attaque, framework. Je vais là-dessus, ok? Je vais faire une recherche. Et là, j'ai tous les TTP, tout ce que vous devez connaître. Technique, tactique, procédure, ok? Quand vous serez un cœur, vous maîtriserez tout ça. En attendant, il va falloir apprendre. Ok? Comme tout le monde. Vous tapez sur Google. Ne vous inquiétez pas, TTP, vous tapez Myrtle, et vous avez à quoi correspond la technique 1113. Ok? Ça veut dire quoi? Bah là, c'est du screen capture. Ok? Il va essayer de récupérer des informations et de euh, enregistrer ce qu'il y a sur votre écran. Ok? Pour ce faire, je peux quoi? Je peux utiliser psr.exe. Ok? C'est l'outil qui permet de résoudre les problèmes et il permet d'enregistrer l'écran et les clics de l'utilisateur. Ok? Si vous avez ça qui tourne sur votre machine, posez-vous des questions. Ok? Comment je peux m'en servir? Pourquoi? Pour enregistrer tout ce que fait l'utilisateur, sauvegarder ça dans un fichier zip et l'envoyer à mon Kali Linux. Ok? Je verrai les mots de passe qu'a tapé, tout ce que fait ma cible. Ok? Donc voilà, c'est comme ça qu'on arrive à tout conjuguer. Je vous ai dit, ça ne sera pas du jour au lendemain. Euh, mais si vous vous donnez les moyens, vous arriverez à faire des trucs incroyables en hacking. Ok? Juste, bah, il faut être curieux et motivé. Ok? Donc dans la prochaine étape, prochaine vidéo, qu'est-ce qu'on se fera? On se fera le lancement, hein, des 4 scripts, on verra comment les exploiter et on fera de la collecte d'informations et on répondra à quelques questions, hein. Typiquement, comment je peux répertorier les utilisateurs sur le système, euh, quelle est la version du système d'exploitation, quelle est la mise à jour, par exemple, qui a été installée, telle ou telle mise à jour, et comment je peux vérifier que Windows Defender est présent sur le système ou un autre antivirus. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.